Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de votre émission Greencast dédiée à tout ce qui est durabilité. Notre sujet d'aujourd'hui est consacré à la construction durable et pour en parler, j'ai deux invités qui sont de dignes représentants de ce secteur. À ma gauche, j'ai ici Mohamed Abdessamad Jennane, qui est le directeur général d'Audacia, la marque de peinture Made in Morocco. Et à ma droite, j'ai ici Mehdi Rahouti, qui est directeur général d'ALH Real Estate. C'est Abdessamad ou c'est Rahouti, bonjour. Bonjour. Alors, comme je viens de l'indiquer, vous êtes membre, fondateur, j'imagine, et puis très actif aussi du groupement Green Building. Qu'est-ce que c'est Green Building? Est-ce qu'on peut avoir une petite carte visite? Green Building est un groupement d'industriels au départ, qui est né en 2022. Il est parti autour de la problématique de la RTCM. La RTCM, c'est la réglementation thermique dans la construction au Maroc. Et l'idée de départ, c'est que la réglementation existe, mais pourquoi elle est inopérante? Pourquoi elle ne fonctionne pas? Donc la réflexion a commencé. On a été rejoint plus tard par des promoteurs de renom qui sont impliqués dans l'éco-construction et plus tard par un aménageur d'envergure internationale qui est lui-même dans la construction éco-responsable. Donc la réflexion a commencé autour de cette problématique. Nous avons été en contact avec plusieurs administrations justement pour essayer de comprendre les freins au respect de la réglementation. Et de fil en aiguille, on s'est retrouvé à jouer le rôle de modérateur et de catalyseur d'un certain nombre de maillons de la chaîne ou de l'écosystème, on peut appeler ça l'écosystème de l'éco-construction, pour essayer d'avoir une réglementation qui soit juste et applicable. Donc aujourd'hui, nous avons un peu plus de 3 ans d'existence et nous avons quelques réalisations. En l'occurrence, un label qui est en cours de lancement, on en reparlera peut-être un peu plus dans le détail, mais qui est lancé par l'agence marocaine, qui va être lancé par l'agence marocaine de l'efficacité énergétique et qui a pour objectif d'inciter et de pousser les promoteurs et les consommateurs à développer l'éco-construction et surtout à avoir des habitations conformes à la réglementation thermique. Très bien. Alors, le sujet de la construction durable, il peut paraître comme tout ce qui est green, comme étant un sujet un peu luxe, farfelu, peut-être un surplus dont on n'a pas besoin. Nous avons préparé un rapport qui dresse un peu le topo de ce qui peut être un bâtiment éco-responsable et en zoomant notamment sur les conséquences d'un bâtiment ou d'une construction qui n'est pas éco-responsable. On regarde le rapport et on revient pour faire le point avec nos invités. Le bâtiment pollue, oui, mais il peut aussi sauver la planète. Aujourd'hui, il génère 40% des gaz à effet de serre et consomme 36% de l'énergie mondiale. Une autre voie existe, le bâtiment vert. Moins d'énergie, matériaux locaux, gestion optimisée de l'eau, moins de déchets. Au Maroc, la transition est lancée via la stratégie Énergie 2030, visant moins 20% de consommation énergétique. Réglementation thermique en place, mais sur le terrain, les vrais bâtiments verts restent rares, freinés par le coût, le manque d'incitation et une urbanisation rapide. Pourtant, des réussites inspirent. Écoquartier, énergie solaire, construction en terre crue. Une nouvelle génération s'engage. Le Maroc est-il prêt? Peut-on bâtir durable sans exploser les budgets? C'est ce qu'on explore aujourd'hui dans la Greencast. Alors, c'est Rahouti, c'est un rapport qui interpelle parce qu'on vient de le voir, le bâtiment est l'un des plus gros consommateurs d'énergie dans le monde, avec 40%.
gros émetteur de gaz à effet de serre, autour de 40% aussi également. Il y a la question de gestion de déchets de construction, il y a aussi le bien-être dans le bâtiment, etc. C'est dire l'importance d'avoir une prise de conscience par rapport à un logement ou un bâtiment qui soit différent en tout cas de ce qu'on a jusque-là et qu'on peut appeler éco-responsable. Ça nous ramène à évoquer la question des enjeux. C'est quoi les enjeux qui sont aussi aujourd'hui posés à ce défi d'éco-responsabilité en termes de construction? C'est Rahouti peut-être. Alors, c'est une très bonne question. Alors, les enjeux, ils sont multiples et divers. Parce que quand on parle d'un certain pourcentage de consommation d'énergie, on voit forcément l'impact. Donc, l'impact, il est sur qui? Donc, l'impact, déjà, il est sur l'État, et notamment sur l'État marocain. Car aujourd'hui, comme on le sait tous, l'État marocain subventionne l'électricité. Bien sûr. Donc aujourd'hui, qui dit un habitat éco-responsable, donc protégé avec une enveloppe thermique acoustique, cela veut dire que ce logement sera moins énergivore et donc consommera moins d'électricité. Et s'il consomme donc moins d'électricité, et bien forcément, l'État marocain aura moins à subventionner cette électricité. Donc le premier enjeu, il est économique, et on parle en milliards de dirhams. Donc déjà, économique pour l'État marocain. Mais il est également économique pour le consommateur marocain qui habite dans ce logement. Car, comme on le sait tous, si on a un logement qui est éco-responsable, et donc on consommera moins d'électricité pour le chauffage, la climatisation, et donc forcément, notre facture d'électricité pourra même être divisée par deux si on a une façon intelligente d'utiliser surtout ces que l'État éléments. aujourd'hui, il a une politique d'incitation renouvelable et à l'efficacité Tout à énergétique. fait. Je peux vous donner un exemple qui est criant et nous, promoteurs, on le vit aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, par exemple, la climatisation on-off ne sera plus importée à partir de l'année prochaine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, tous les climatiseurs, à partir de l'année prochaine, qui seront importés au Maroc, devront souffler, on va dire, de l'air chaud donc, ou froid en fonction de la température de la chambre. Et donc, ce n'est plus juste un système on et off. Donc, cela veut dire que l'État marocain commence réellement à prendre ces sujets en main et cela révèle l'importance de ce. Donc, économique pour l'État, le consommateur. Il est également économique pour les industriels parce qu'aujourd'hui, malheureusement, le fait de construire d'une façon assez classique, comme on construit depuis 20, 30, 40 ans, cela malheureusement ne permet pas à l'écosystème d'innover, de proposer des logements qui soient plus intelligents, qui soient mieux isolés, etc. Et donc cela malheureusement freine les industriels et tout l'écosystème à proposer quelque chose de nouveau. Voilà. Donc il est aussi d'ordre économique sous cet aspect-là, mais il est également d'ordre durable. Aujourd'hui, si on construit un logement éco-responsable, et donc il sera forcément durable, et donc il aura même une meilleure valeur dans l'avenir. Ça veut dire que moi, je peux même penser à laisser ce logement à mes enfants, parce que je sais qu'il sera construit aux meilleures normes internationales. Alors qu'aujourd'hui, on peut le voir dans plusieurs villes au Maroc, dès que le logement a 20 ans, malheureusement, il faut casser, il faut revoir, il faut changer les fenêtres, etc. Alors que si on a un logement qui est bien pensé dès le départ, c'est un logement qui va mieux vieillir, et surtout même à la revente, qui pourra avoir une meilleure valeur. Effectivement. Alors justement, parlons d'enjeux. Aujourd'hui, le Maroc est engagé dans une dynamique de construction, d'infrastructures, etc., à l'aune de ce qui nous attend comme défi, notamment la Coupe du Monde et puis aussi à la CAN dans quelques mois. Est-ce que justement, pensant durabilité, ça ne serait pas l'occasion pour saisir la perche tendue par la conjoncture et commencer dès maintenant à réfléchir éco-responsabilité, aux constructions éco-responsables pour les chantiers de la Coupe du Monde? Justement, j'allais enchaîner un peu sur ça. Les enjeux diffèrent en fonction des cibles, en fait. Le consommateur final n'a pas forcément la même relation vis-à-vis du logement éco-responsable qu'un promoteur averti qui est déjà dans une logique éco-responsable, qui ressent réellement l'impact financier et l'impact peut-être aussi en termes marketing sur son œuvre. Les prescripteurs sont engagés parce qu'ils sont considérés comme étant des
professionnels du métier, c'est une cible facile à convaincre en quelque sorte. Mais l'enjeu du consommateur final, qui est en fait le plus important maillon de la chaîne, il ne le ressent pas, mais il y a un effort de communication à faire vis-à-vis du consommateur final. Donc il y a un enjeu déjà économique, c'est ce qui parle le mieux à un consommateur final. Donc s'il ressent que sa facture énergétique baisse et qu'il a une promesse qui est prouvée et qu'il va améliorer son pouvoir d'achat en baissant sa facture énergétique, c'est un calcul à faire et il peut se projeter dans cette logique. Un enjeu également qui est important pour le consommateur final, c'est la partie santé. Quand vous êtes dans des logements où il y a une mauvaise acoustique, où vous êtes tout le temps dérangé, où il y a une mauvaise isolation et il y a de l'humidité, forcément, c'est du stress, c'est des maladies, c'est un bien-être qui n'est pas assuré à l'intérieur du logement. Donc ce sont des choses qui peuvent convaincre et que le consommateur final peut ressentir dans son logement. Un autre, pour peut-être les consommateurs un peu plus avertis, c'est la composante environnementale, c'est-à-dire avoir moins d'impact sur l'environnement, consommer moins d'énergie, sachant qu'au Maroc, on est toujours à plus de 60% d'énergie fossile. On a fait beaucoup d'efforts en termes d'énergie renouvelable, mais l'énergie fossile reste prédominante. Quand vous avez des consommateurs qui ont cette fibre, je dirais, écologique et un peu patriotique, donc pour eux, c'est important de réduire l'effet de serre, la consommation d'énergie, la consommation d'eau, qui est un peu rentre également dans la construction éco-responsable. Vous nous parliez des chantiers qui s'ouvrent au Maroc, et aujourd'hui, tous ces chantiers, quand on parle des CHU et des grands stades, ce sont des chantiers qui sont accompagnés par des prescripteurs, architectes et des bureaux d'études spécialisés qui sont déjà dans cette logique. Donc, où il y a de la prescription de produits et de matériaux isolants, de matériaux isolants thermiques, isolants acoustiques, de revêtements à très faible COV, composés organiques volatiles. Avec cette cible, la problématique est moindre en quelque sorte. Donc le défi est plus Comment convaincre le consommateur? Difficile à relever avec le consommateur. Mais alors, est-ce que si j'ai bien compris, aujourd'hui, Green Building donne la promesse au consommateur qu'il peut avoir un logement accessible, éco-durable et accessible dans les prix du marché? Est-ce qu'on peut faire du social aujourd'hui éco-responsable? Alors aujourd'hui, tout le challenge est là. Je vais répondre à votre question, mais je vais juste introduire quelques toujours éléments. Dans le même Oui. sens. Et si on peut le faire, comment? C'est-à-dire, on a aujourd'hui, on veut acheter une villa économique, enfin un logement économique ou autre, on a l'appartement témoin. C'est quoi le témoin du logement éco-responsable? D'accord, donc j'y viendrai. Alors aujourd'hui au Maroc, comme ça l'a été il y a quelques décennies dans des pays européens, aujourd'hui on commence à voir des logements éco-responsables, des CHU éco-responsables, des stades. Aujourd'hui le stade par exemple de Rabat, je sais qu'il est labellisé. Tous les CHU qui sont aujourd'hui construits sont labellisés. Les hôtels qui sont aujourd'hui construits, les 4-5 étoiles au Maroc, sont quasiment tous labellisés. Et aujourd'hui on peut trouver par exemple à Casablanca ou à Rabat, ou même dans d'autres villes comme Marrakech, on a des projets au standing et de standing qui sont labellisés, donc soit HQE, soit Edge ou autres labels internationaux. Donc aujourd'hui, cette question de label, elle commence à s'installer au Maroc, mais elle s'installe auprès des populations les plus averties et surtout qui ont les moyens de s'offrir un logement qui est, parce que forcément, qui dit label, dit certains types de matériaux et donc dit coût derrière. Donc aujourd'hui, notre challenge, c'est comment faire pour rendre ces labels accessibles à tout le monde. C'est-à-dire qu'on décide d'acheter un logement à 400 000 ou à 800 000 dirhams, qu'on arrive quand même à labelliser ces logements. À 250 ? Alors déjà, le programme de 250 000 dirhams n'existe plus depuis 2020, et donc le logement social aujourd'hui, voilà, donc aujourd'hui on a deux fourchettes, inférieures à 300 000 TTC ou entre 300 000 et 700 000 TTC, mais cette connotation de social, on n'en parle plus déjà depuis 2020, c'est l'ancien régime, mais aujourd'hui, pour des logements à 300 et 400 000, alors c'est faisable à condition. Voilà. Quelles sont ces conditions?
Alors aujourd'hui, il faut déjà placer le curseur, c'est-à-dire déjà en termes d'éco-responsabilité, qu'est-ce qu'on attend? On ne peut pas attendre d'un logement à 300 000 dirhams les mêmes conditions de durabilité qu'un logement à plusieurs millions de dirhams. Quelle que soit la formule, on n'y arrivera jamais. Mais l'idée, c'est de mettre en place un minimum, Effectivement, un standard minimum. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce standard minimum n'est pas obligé d'être le même que le standard européen. C'est normal, à Casablanca, on n'a pas du moins 10, moins 15 ou moins 20 degrés comme on peut l'avoir dans certaines villes européennes. Donc, les défis climatiques ne sont pas les mêmes de région à région. Donc on ne peut pas venir et imposer un cahier de charge européen ou nord-américain à un pays comme le Maroc. Donc comment on peut le faire? Donc ça a été un peu... c'est ce qu'on est en train d'étudier actuellement avec le ministère et avec l'Agence marocaine de l'efficacité énergétique. Alors on peut l'être. C'est quoi dans le minimum? Qu'est-ce qu'on met dedans? Alors un minimum serait, pourquoi pas, une enveloppe thermique autour de l'appartement. Voilà, ça veut dire que l'appartement, dans son enveloppe, entre les voisins et sur les façades, avoir une enveloppe dans la double cloison qui permette de réduire ce transfert d'énergie et de chaleur de l'extérieur à l'intérieur. Comme ça, notre maison, elle est un peu plus chaude en hiver et un peu plus fraîche en été. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point, ça serait par exemple de réduire les débits d'eau. Par exemple, aujourd'hui, quand on prend la douche, quand on va aller acheter un pommeau de douche ou un robinet, il n'y a aucune indication sur le débit d'eau qui sort. Alors que parfois, quand on se lave les mains, on a besoin juste d'un petit filet d'eau pour pouvoir se laver les mains. Et donc, par exemple, changer ces débits. Voilà, donc c'est un certain nombre de mesures aussi au niveau de l'isolation, au niveau des ouvertures. Par exemple, il y a un certain nombre de profilés, aluminium ou PVC, qui permettraient de réduire ce transfert d'énergie de l'extérieur vers l'intérieur. On peut aussi mettre des détecteurs de mouvement au niveau des couloirs pour réduire l'électricité, ne pas avoir l'électricité qui tourne pendant toute la journée. Voilà. Donc, il y a un certain nombre d'éléments qu'on peut faire, sur lesquels on peut agir. Voilà. Et donc, nous, l'idée, ce qu'on est en train de voir, c'est comment ce surcoût, comment faire pour que ce surcoût ne soit pas totalement absorbé par le consommateur. Elle est là la question. Et donc, pour y répondre, on a fait plusieurs ateliers de travail. Il représente combien sur un... Alors, on est en train de faire les études. Sur un logement économique ou intermédiaire, oui, on peut parler entre 15 et 30% de surcoût supplémentaire facilement, entre 15 et 30%. Et donc, comment faire en sorte que ce surcoût ne soit pas impacté directement sur le consommateur final? Et donc, on a fait quelques ateliers de travail pour trouver des mécanismes. Et parmi les mécanismes, c'est d'offrir aux promoteurs certaines, donc on va dire de la constructibilité en plus. Ça veut dire que vous êtes promoteur immobilier, vous êtes dans une zone où il est autorisé, je dis n'importe quoi, du R+2. Et donc si vous venez et vous construisez avec tel label, on vous offre un étage supplémentaire. Mais à condition que le prix reste contenu. Et donc ce promoteur, avec ce gain supplémentaire que lui apporte cet étage, il va le réinjecter dans la construction de son bâtiment pour offrir quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus raisonner comme on le fait aujourd'hui, où il n'y a que le haut standing qui prend le label. Parce que le haut standing ne représente que peut-être 0,5 ou 1% du marché marocain. Mais il faut aller attaquer ces logements à 500 000, 600 000, 700 000, 800 000, parce que c'est là où il y a un vrai besoin, et c'est cette classe moyenne qui a le plus besoin d'un label. Sijnan, quand on écoute un argumentaire aussi convaincant que celui de Rahoutia, on se demande mais pourquoi ça ne marche pas? Qu'est-ce qui manque encore? J'ai compris que le financement, il faut peut-être créer un mécanisme de compensation. On a parlé aussi de la question du label. Qu'est-ce qui manque encore? Je crois il y a un grand effort de coordination en fait à faire entre les différents maillons de la chaîne. Aujourd'hui, tout le monde n'avance pas à la même vitesse. L'Agence marocaine d'efficacité énergétique, après avoir le cours ce chantier, avance dans le sens d'un label. Le ministère de l'Habitat et de l'Aménagement du territoire accompagne cette dynamique et il sera en fait le pourvoyeur de cette incitation qui va permettre de répartir la charge ou le coût ou le surcoût lié à l'éco-construction qui va être absorbé un peu par cette incitation non financière. Mais il y a d'autres maillons de la chaîne. Il y a de la sensibilisation, il y a de la formation à faire, il y a un écosystème industriel à stimuler, il y a un consommateur final
qui avertit qu'il doit être exigeant et qu'il est. Mais il faut que, devant son exigence, il faut que l'offre soit raisonnable, il faut que l'équation coût et promesse soit équilibrée et corresponde à son système à lui. Donc le travail, il se fait. Nous sommes accompagnés dans le cadre du groupement Green Building par la GIZ aussi, qui fait un travail très important au niveau pour justement mesurer l'impact d'une telle incitation sur les différents maillons de la chaîne. Mais les retombées peuvent être très très importantes. Ce n'est pas de la spéculation, ce sont des choses que d'autres pays ont vécues et on a senti un développement extraordinaire et dans l'acte de construire et dans les matériaux. Je crois que c'est une opportunité rare et les astres sont plus ou moins alignés aujourd'hui pour avancer dans ce sens. Justement, en parlant de consommateurs, j'ai bien compris que la question de la sensibilisation était au centre, elle était fondamentale, mais imaginons par exemple un consommateur qui est convaincu, il a envie de construire de façon durable. Est-ce que l'offre, par exemple, en termes de matériaux de construction, quand on se dirige par exemple chez le vendeur de carreaux, il cherche le durable, est-ce qu'il va le trouver? Est-ce que cet effort-là est fait? Parce que c'est impératif, bien sûr, de convaincre le consommateur pour qu'il passe à l'action. Il y a le label avec lequel je vais reconnaître le durable de ce qui ne l'est pas. Mais une fois sur le marché, est-ce qu'il y a une question d'offre aussi à traiter ou c'est juste la responsabilité, en gros, du promoteur immobilier qui va agir en termes, une sorte d'agrégateur et puis il donne la promesse de livrer du durable? Si vous permettez, l'élément déclencheur, c'est le label et l'accompagnement, le contrôle de la certification du bâti. Parce qu'en termes de promesses, on peut promettre monts et merveilles et il ne faut pas non plus qu'on ouvre une brèche par laquelle vont s'engouffrer quelques industriels qui vont essayer de faire du greenwashing et ce n'est pas le but. Le but, c'est réellement que la promesse soit exécutée et que le rendu fini corresponde à cette promesse. C'est l'architecte qui doit assumer cette tout responsabilité. l'écosystème qui est important. Donc, mais le départ, si vous avez un label et si vous avez un système de gouvernance qui permet d'accompagner la construction institutionnelle, promoteur et autres, mais aussi de la construction privée. L'autoconstruction représente aujourd'hui, je crois, plus de 40%, autour de 50% de la construction. Et vous avez des gens qui ont envie de faire. Mais il faut les accompagner pour que, réellement, qu'ils trouvent les matériaux et qu'ils trouvent aussi l'accompagnement pour réussir. Parce que la partie du matériau, elle est importante, mais sa mise en œuvre, si vous avez un produit de qualité, mais il n'est pas posé correctement, le rendu fini risque d'être défaillant. Mais je crois que la dynamique s'installe, il y aura des ratés, comme dans toute démarche balbutiante qui démarre, mais le fait est de commencer. Si on a le label, la gouvernance, le contrôle, l'écosystème industriel résonne en termes de retour sur investissement, comme l'écosystème promoteur, et s'il y a un marché, forcément, les produits vont... Il y a déjà, aujourd'hui, le GIE est représenté par tous les industriels de l'enveloppe du bâtiment. Ils ont tous dans leur gamme des produits de l'isolation thermique et de l'acoustique. Mais ce qui va permettre de démocratiser cette offre, c'est la demande. J'ai un exemple qui ressemble à celui que nous vivons aujourd'hui, c'est celui des peintures écologiques dans les années 90, début 2000. C'était du vrai luxe. Aujourd'hui, c'est un standard en Europe et c'est en train de le devenir au Maroc. C'est-à-dire, dès que vous avez des économies d'échelle, en tant qu'industriel, vous commencez à faire du volume, vos prix, vos coûts de production baissent et automatiquement, vous commencez à avoir des produits qui sont un peu plus démocratiques. Sachant qu'au Maroc, nous avons aussi des possibilités d'avoir de la matière biosourcée, nous avons du liège, nous avons du chanvre, nous avons
du textile, du recyclage, il y a un certain nombre de... On a aussi un savoir-faire bâtiment qui est C'est ça. foncièrement écologique. Et donc, pour rejoindre ce qui a été dit, donc c'est cette demande qui va pousser les industriels et qui va le structurer. Au fait, l'idée, nous, notre objectif, c'est que tout constructeur au Maroc se dirige naturellement vers ce label. C'est-à-dire que ce label aura tellement d'arguments que toute personne normalement, on va dire, constituée, se dirigerait forcément vers ce label pour construire son immeuble, son hôtel, son usine, son logement, etc. Et donc forcément, cela va tirer les industriels à faire mieux, à être plus innovants, à faire plus de R&D. Et là, c'est là où on va voir que tous ces coûts de ces matériaux qui parfois sont produits à l'étranger vont commencer à être produits au Maroc. Et là, on va voir les choses baisser. Et peut-être d'ici 20 ans, on va se dire, vous vous souvenez comment on construisait il y a 20 ans. Et donc aujourd'hui, c'est la norme. On ne construit que ça. Et plus personne ne voudra avoir un autre logement que celui que... Voilà. Donc c'est un peu ça, c'est de démocratiser le logement éco-responsable. Il est là l'objectif. Oui, en effet, si je donne bien sûr l'écosystème production, je pense que le Maroc il est en mesure de relever le défi, mais se pose toujours la question de la démocratisation de ce label. Oui. Donc nous, ce label, on l'a pensé comme étant un label qui va s'inscrire naturellement dans le projet des donneurs d'ordre. Ça veut dire que l'objectif étant que toute personne qui souhaite construire un logement, qu'elle se dirige naturellement vers ce label, tellement il lui offrira davantage. Donc avoir de la constructibilité en plus permettra à ce donneur d'ordre, qui soit un hôtelier, un industriel, un promoteur ou une personne qui veut construire pour elle-même, va lui permettre d'avoir plus de surface. Et donc, naturellement, voilà, le calcul, il est économique, il est scientifique, il est clair. Tout le monde y gagne. Tout le monde y gagne. Celui qui construit, il va avoir de la surface en plus, peut-être des étages en plus. Et donc, naturellement, il ira chercher ce label. Et donc, il ira voir les industriels pour avoir la bonne isolation acoustique, thermique, etc. Et donc, cela va venir petit à petit. Donc, il y aura un premier industriel qui va adresser le sujet. Et vu qu'il y aura beaucoup de demandes, un deuxième industriel va l'adresser, puis un troisième, un quatrième, un cinquième. Et c'est comme ça qu'on va créer toute cette concurrence qui permettra, in fine, de tirer vers le bas. Et donc, les chiffres que je vous ai donnés tout à l'heure, tirer les prix vers le bas. Tirer les prix vers le bas. Et donc, si aujourd'hui, on estime un bâtiment éco-responsable coûtant, ayant un surplus entre 15 et 30% sur le coût de construction, et peut-être dans 10 ans, 15 ans, avec toute cette concurrence, il ne sera que de 10%. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc l'idée, c'est de créer une dynamique positive et de voir, Inch'Allah, dans l'avenir, comment les choses évolueront. Bon, je pense que c'est bien beau de penser à l'incitation, mais ça ne marche pas qu'avec de l'incitation. Très généralement, c'est la loi coercitive qui fait qu'on va adopter de nouveaux comportements. J'ai en tête les résistances qu'on peut avoir, des simples résistances au changement, même si on y gagne économiquement, on se dit je fais comme j'ai l'habitude de faire, pas besoin de changer. Est-ce que dans votre projet de plaidoyer pour peut-être arriver à une réglementation qui porte le sujet et qui le rend effectif et qui démocratise le label, est-ce qu'il n'y a pas cette dimension de contrainte aussi, ou de sanction quand on ne respecte pas la... Mais je crois que le point de départ reste quand même la création d'une valeur ajoutée pour tous. Et dès qu'il y a création de valeur, il y a un intérêt économique, il y a forcément un engouement pour le concept. Il est vrai qu'un label 100% marocain se doit d'être crédible et fiable. Et pour qu'il soit crédible, il faut forcément qu'il soit accompagné tout au long du chantier. C'est-à-dire qu'il y ait du contrôle, qu'il y ait de la certification, qu'il y ait des bureaux de contrôle en mesure d'accompagner tout ce chantier de la construction, justement pour arriver avec un produit fini qui répond à cette promesse. Et si je peux rebondir un peu sur cela, en tout cas, à titre personnel, j'ai l'intime conviction que pour qu'on arrive à faire des choses, ce n'est pas forcément en obligeant les gens à le faire qu'on y arriverait. C'est aussi en créant un écosystème favorable où les gens naturellement s'inscrivent dans ce cadre-là. Et donc ce n'est pas toujours en obligeant parce que vous savez, le Maroc il est ce qu'il est.
Il y a des contraintes sociales, économiques, et on ne peut pas venir aujourd'hui et dire écoutez, tout le monde va construire de cette manière. Les promoteurs savent le faire, on peut construire de telle manière. Mais est-ce que derrière, les familles marocaines sont capables et ont cette capacité, disons-le, financière à le faire? Donc il est facile de venir et d'imposer une façon de faire, mais il faut voir est-ce que cette façon de faire va marcher en l'imposant. Et ce n'est pas toujours vrai. Et donc l'idée, c'est d'embarquer tout le monde, tout l'écosystème, l'acquéreur, l'industriel, l'État, les agences, le ministère, les promoteurs et tous les donneurs d'ordre, de les entraîner et de les embarquer d'une façon naturelle. Il est là tout le challenge. D'accord. En tout cas, c'est une ambition et elle est louable et c'est naturel qu'elle ne soit pas réalisable tout de suite. Et donc tout le travail qu'on fait justement, c'est peut-être aussi de porter la bonne parole et de convaincre le maximum de gens. Mais la meilleure des choses pour convaincre les consommateurs, c'est de montrer le produit. Où est-ce qu'on peut visualiser un bâtiment aujourd'hui éco-responsable qui parle aux consommateurs moyens? Alors aujourd'hui, dans le cadre de notre groupement, nous avons un des éminents membres du groupement, qui est autre qu'un aménageur lotisseur de la région casablancaise. Et donc nous allons faire l'annonce, Inch'Allah, d'ici quelques mois, qui a accepté donc, de mettre à disposition du groupement un lot de terrain dans lequel nous allons construire 2 bâtiments identiques. L'un construit d'une façon traditionnelle, on va dire comme ce qu'on sait faire, et un autre, le même, identique, les mêmes pièces, le même nombre d'étages, mais d'une façon éco-durable. Et l'objectif étant de démocratiser la chose, de la vulgariser, et de voir l'impact réel, c'est-à-dire qu'on va inviter des journalistes, des consommateurs marocains, des industriels, l'administration marocaine, l'État marocain, donc à venir et à faire le test. Et donc rentrer, se balader, monter les étages, voir un peu l'air, comment est l'ambiance dans un bâtiment éco-responsable. Et voilà. Donc l'idée, c'est vraiment de sensibiliser et d'éduquer un peu au bâtiment éco-responsable avec quelque chose de concret et de réel que nous faisons. En tout cas, moi, je suis très content d'avoir eu cette exclusivité. Et donc, on donne rendez-vous à nos consommateurs et spectateurs dans un délai de combien? Pour le bâtiment ou pour le label? Pour aller visiter le bâtiment. Écoutez, on est en train d'y travailler, on espère d'ici quelques mois et on vous donnera une date approximative d'ici quelques temps. Inch'Allah, peut-être d'ici la fin de l'année ou début d'année prochaine. Donc, mesdames et messieurs, on reste en contact pour voir l'évolution du dossier. Et je remercie Sijnan et Serahouti pour avoir donné de leur temps et de leur énergie pour vulgariser la question et nous expliquer ce qu'est un bâtiment éco-responsable. Je rappelle que Sijnan, directeur général Audacia, et Serahouti, directeur général AHL Real Estate, sont des membres du collectif, du groupement Green Building. Et voilà, je réitère mes remerciements et je vous dis à un prochain épisode, Inch'Allah. Merci à vous.